tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 3 qui, on le dit, on l'enregistre là, avec une température qui se rapproche vers l'hiver québécois. Là. Donc on a eu la première neige là, qui nous est apparue avec une grande surprise. Là. Donc sachez que c'est un podcast qui est enregistré avec beaucoup de volonté de la part de Gab et moi avec cette température qui va affecter notre existence pour les 4 prochains mois. Surtout pour toi, Gab, en tant que Français. Donc Cocorico, tu redécouvres l'hiver à chaque nouveau cycle. Mais trêve de plaisanterie, passons effectivement à l'important. À l'important pour aujourd'hui, deux sujets là, que Gab a proposés. Donc je t'en remercie effectivement. Donc vous allez voir assez intéressant pour... dans le cadre, vous allez le voir, c'est un petit peu d'une certaine manière, c'est un petit peu deux au son de la cloche là, à un certain niveau. Là, donc on y va avec notre segment fort. On va pas rebaptiser un segment alternatif. Là. Les deux sont assez corrélés l'un avec l'autre avec les marchés financiers. C'est ce qui va expliquer pourquoi est-ce que c'est encore plus important que d'habitude que Gab, là, tu fasses le petit disclaimer aujourd'hui pour ce dont on va parler. Oui, c'est sûr que aujourd'hui on va parler de choses que probablement la plupart de nos auditeurs dans tous les cas ne pourront pas vraiment acheter, mais quand même, Certes. étant donné que ça implique quand même certains risques évidemment, évidemment tout ce qu'on va vous parler, il ne s'agit pas de recommandations officielles de département, il s'agit vraiment que de notre opinion, et puis de donner un sommaire général de qu'est-ce que c'est. Vous allez avoir la révélation dans quelques instants. J'en profite, JP. Bon, l'hiver effectivement arrive. Là, c'est vrai que c'est la joke, mais ça ne va pas nous empêcher évidemment de continuer le podcast à l'habitude. Vous voyez, nous, même par exemple, là où j'enregistre aujourd'hui, il neige pas encore, donc on va prier évidemment pour que tout se passe bien et qu'on puisse vous sortir toujours les épisodes à la bonne heure. Vous voyez, normalement, lundi matin, je m'attends à ce qu'il soit publié. Maximum le mardi, ça nous est déjà arrivé de le faire, malheureusement, quand il y a des imprévus. Mais en tout cas, je pense qu'on est prêt, JP. Je sais pas ce que tu en penses pour passer au son de la cloche. Absolument. Donc commençons sans force avec le premier segment. Parfait. Donc, le premier sujet, là, que, comme j'ai dit, tu as proposé, Gab, et qui est un sujet, j'avoue, quand tu me l'as mentionné, là, ça m'a étonné qu'on ne l'avait jamais effleuré réellement. Je me souviens pas dans les discussions depuis bientôt un an et demi qu'on fait le podcast qu'on a eu ça sur la planche et qu'on aurait discuté en off, là, comme on fait toujours pour préparer les épisodes. Donc, on va vous faire un petit sommaire et un petit tour d'horizon là, de que font et même que sont à un certain niveau les hedge funds. Donc, on va essayer de vous montrer le big picture de ces types de fonds-là qui sont un peu quand on pense aux grands gestionnaires d'actifs de Wall Street. Là, en fait, on regarde souvent des personnes et on lit les nouvelles où on peut regarder là, ce qui est mis dans des films. C'est un petit peu des gestionnaires de hedge funds. Ce sont probablement la crème de la crème là, des investisseurs, des gestionnaires de fonds là, avec, si on peut dire, une vie remplie de richesse et de plaisir, si on peut dire. Là. Donc, c'est des personnes qui ont un tempérament assez intéressant et on va comprendre assez vite pourquoi. Là. Donc, je sais pas, Gab, si tu veux peut-être nous lancer ça avec une petite explication sommaire là, de ce que sont les hedge funds et on va aussi vous donner, là, bien évidemment, comme toujours, des statistiques là, sur qu'est-ce qu'il y en est sur cette croissance-là depuis là, les premiers hedge funds qui datent quand même là, des années 90 avec les plus grosses performances, là, et même plus tôt que ça. Et vous parler peut-être de quelques cas là, actuels qui sont bien connus, des noms que vous allez peut-être avoir déjà entendus. Ouais, c'est vrai que les hedge funds sont des alternatives en fait aux fonds traditionnels qui sont les fonds mutuels ou les ETF. Là, on va pas faire de distinction par souci de simplification, mais ce sont des alternatives et font partie vraiment de cette grande classe d'actifs qu'on appelle les investissements alternatifs de manière plus générale. Euh, les hedge funds, je pense que ce qui les définit en fait en, au regard par exemple des autres types d'investissements possibles, c'est que déjà tu ne peux pas l'investir comme ça dans un hedge fund. C'est que souvent ce sont des structures juridiques qui sont un peu plus complexes, hein, un peu comme les investissements privés, je pense qu'on avait déjà jeté un mot, ou comme les investissements en infrastructure. Euh, c'est structuré sous forme d'une société en fait qui elle va faire des placements. Donc elles ne sont pas soumises, si tu veux, aux mêmes droits de regard, aux mêmes régulations tu veux, que les fonds mutuels qui doivent non seulement être audités d'une certaine manière, suivre parfaitement la stratégie qui a été détaillée dans un document qu'on appelle un prospectus.
Les hedge funds, la plupart du temps, ne sont pas soumis au régime de prospectus. Donc, ils sont moins transparents. En revanche, ils se permettent d'avoir des structures, si tu veux, et des types de placements bien différents. Donc, la plupart des hedge funds suivent ce qu'on appelle des grandes stratégies, donc des stratégies de hedge funds. Il y en existe plein, là, mais la plupart, les plus connus, c'est Global Macro. On y existe aussi la stratégie Managed Futures. On pourra détailler un peu plus tard en détail, évidemment, ces différentes stratégies parce que c'est un peu plus complexe. Puis je ne veux pas non plus rentrer trop dans les détails. Ce qu'on appelle le Event Driven, le Relative Value. Tu vois, c'est déjà ça paraît des fois un peu compliqué. Tu as aussi des fonds de equity en hedge fund, mais on verra que souvent ce sont des stratégies où on va acheter et en même temps shorter certains sticks. Et il y a ce qu'on appelle des fonds évidemment multistratégie, donc qui combinent un peu le tout ensemble. Donc c'est un univers qui est assez passionnant et qui malheureusement est assez mal connu, surtout là tu vois je me ferai l'avocat du diable de mon propre pays, qui souvent sont mal connus dans la plupart, en fait, chez la plupart des gens lambda en fait, qui pensent que un hedge fund ce sont des vautours capitalistes. Ils confondent souvent d'ailleurs les fonds, ce qu'on appelle des vulture funds, avec des hedge funds, qui sont pour le coup pas du tout la même chose. Là. Ouais, effectivement. Puis, tu sais, un des points qu'on peut même rajouter, là, qui qualifie les hedge funds, tu l'as bien dit, là, c'est aussi l'aspect controversé, tu sais. On avait fait des sujets dans le passé où on disait que c'était peut-être mal vu en termes financiers, puis c'était un petit peu de les démystifier. Là, mais pour vous donner une idée quand même, là, les hedge funds, officiellement, il y a eu une croissance d'à peu près 2,5% là, du nombre de hedge funds depuis 5 ans, là, pour vous donner les stats. Et aussi, il faut le dire, en termes de performance pour battre le marché, là, ce qui est un petit peu la volonté de tout placement là, dans lequel il y a de la gestion active, bien évidemment. On parle quand même de performances qui étaient... Il y avait absolument presque rien de comparable par rapport à des fonds mutuels. Tu l'as bien mentionné, Gab, là, dans les années 90, les années 2000. On se le cachera pas, depuis 2007-2008, depuis la crise là, qu'on a parlé à maintes reprises dans le cadre du podcast, c'est certain qu'avec la structure extrêmement risquée en comparaison avec d'autres types de fonds, là, c'est certain que la performance est un petit peu moins... a été affectée dans le bassin général des hedge funds qu'on peut avoir, là, surtout en Amérique du Nord. Plusieurs ont fait défaut. Donc, c'est là où, d'une certaine manière, ces fonds-là performaient. Il y avait des discussions qui étaient relativement controversées à certains niveaux pour certaines stratégies, certains grands événements ou grandes transactions là, qui avaient pu avoir lieu. Mais depuis récemment, il y a quand même il y a eu des liquidations quand même surprises là, qui ont eu lieu à cause de la sous-performance à certains niveaux et de certaines stratégies d'ailleurs que tu as nommé Gab depuis la crise 2008. On s'entend, la majorité des stats ne prennent pas forcément en compte ce qui s'est passé avec la pandémie, là, puisque la pandémie, pour des investissements risqués ou non risqués, on s'entend que ça part en vrille, peu importe ce qui s'est passé avec les marchés boursiers, là, on ne se le cachera pas, en mars dernier. Ce qui est important également, tu l'as dit Gab, là, pour ajouter un petit peu un ajout d'information, tu le disais, on peut pas, en tant que petit investisseur, on peut pas investir là-dedans. Là, les faits concrets, d'une certaine manière, et encore une fois, il faut le dire, là, la SEC et les entités réglementaires ont des législations qui sont assez particulières. Là. Certains pourraient dire que c'est plus risqué, ça va être plus strict, mais c'est pas forcément le cas. Donc, je mentionne quand même la grande trame. Là, souvent, ils vont dire qu'un investisseur qui serait une personne, par exemple un particulier, aurait besoin d'avoir un salaire de 200 000 $ au moins au niveau des 2 dernières années ou des actifs qui excèdent 1 million de dollars en excluant la résidence principale. Ça serait un petit peu le target. Ça vous donne un petit peu un barème de qu'est-ce que ça prend. C'est en dollars US, bien évidemment. Là, mais de qu'est-ce que ça prend pour être un investisseur d'entrée de gamme, on s'entend, au niveau des hedge funds. C'est clairement pas seulement des personnes qui font 200 000 $ par année de revenus. C'est souvent bien plus que ça. Et également, l'autre point qui est intéressant, peut-être à soulever, là, juste en prémisse aussi, c'est le nombre d'assets là, présentement d'actifs sous gestion se porte. Là, si je ne me trompe pas, c'est passé d'à peu près 2,2 trillions. Là, on revient encore sur le fameux 1000 milliards là, qu'on se débat depuis 5 podcasts, je crois. On essaie de définir ce terme, là, mais 2,2 trillions en 2012 et maintenant on est à 3,6 trillions en 2019 là, au niveau des plus récents, et je pense qu'il y en a à peu près 16 000 aussi en date de 2019 à travers le monde des hedge funds. Donc vous voyez, comme Gab tu l'as dit, c'est quelque chose qui est un peu mal connu parce que les actifs sous gestion ne sont pas non plus les plus imposants. Il y a de la croissance là-dedans et le nombre, encore une fois, 16 000 hedge funds, c'est pas non plus quelque chose qui est si majeur que ça, ou le nombre n'est pas, du moins moi quand je l'ai trouvé la stat, ça m'a pas particulièrement impressionné. Là. Donc ça vous montre un petit peu que c'est quelque chose de très élitiste et de très reclus sur les stratégies que Gab, tu peux peut-être aborder un petit peu plus. Là.
mais qui sont quand même assez intéressantes pour aussi démystifier la logique que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas des positions de hedge ou d'assurance, entre guillemets, comme le nom semble l'indiquer, mais beaucoup plus le fait d'investir avec de la dette. Donc, peut-être Gab faire ce petit concept-là qui est quand même assez curieux parce que le nom ne porte pas forcément bien la base de cette stratégie-là ou de ce type de fonds-là. Bah oui, en fait, souvent, et je trouvais ça très drôle, j'en parlais justement avec un de mes professeurs il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai que le terme hedge fund en anglais se traduit comme fonds de couverture. Or, la couverture, souvent, ça a pour but de réduire ton risque, en fait. Donc, c'est un peu le but quand on dit qu'on hedge, par exemple, une position. Donc, par exemple, qu'on a une... Je sais pas, je te donne un exemple. Imaginons que je suis un investisseur européen puis que j'investis aux États-Unis. Ben, je suis dépendant, si tu veux, de la paire de devises USD et euros. Donc, si tu as des positions, tu veux, aux États-Unis et que le dollar américain s'apprécie, ben, pour toi, c'est bon. Mais quand il se déprécie, c'est pas bon. Donc, c'est le but de la couverture, c'est de réduire tes risques. Or, dans un hedge fund, bah en français, on appelle ça des fonds spéculatifs aussi. Tu vois, c'est parce que fondamentalement, c'est spéculatif. Les hedge funds sont connus, si tu veux, pour utiliser énormément de leviers, c'est-à-dire emprunter de l'argent pour acheter plus d'actions, tu vois, ou acheter plus de placements. Parce que ça n'achète pas que des actions au passant. Hein. Ça peut acheter différents types de securities, donc de titres. Des produits dérivés, etc. C'est très large, en fait, l'éventail. Ouais. Exactement, ça peut être très large, ça peut être... ils font un usage très important, je sens même des dérivés, justement, et un usage parfois assez élevé, par exemple, de produits exotiques. Je pense particulièrement, par exemple, tu veux, à des obligations, mais qui sont convertibles en actions, tu vois. Ça, c'est typique hedge fund d'acheter ce genre de produits. Ou par exemple, des actions, mais avec une option intégrée dedans. Ce genre de choses, tu vois. C'est ça. Ça arrive, enfin, tu vois, encore une fois, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que sinon on risque de perdre notre audience, mais cette industrie-là est très large et c'est vrai que depuis les années 70, en fait, c'est quand même un segment qui est en pleine explosion et qui commence progressivement, si tu veux, à prendre de plus en plus d'importance. C'est vrai que, tu l'as bien dit, JP, ce sont des produits réservés à une certaine élite. Souvent, on les et c'est pour ça d'où vient le terme hedge fund, c'est que souvent c'est une petite portion de portefeuille aussi. Tu ne mets pas tous tes œufs là-dedans parce que les hedge funds sont illiquides. Tu ne peux pas retirer ton argent du jour au lendemain. Souvent l'argent il est bloqué pour un 3 à 5 ans, qu'on appelle une période de détention en fait en français. Et tu ne peux pas retirer les sous avant un certain moment. Et non seulement en plus, ces stratégies-là aussi sont complexes, exotiques, mais souvent c'est peu transparent, donc souvent encore une fois tu peux pas retirer tes sous comme tu veux. Le meilleur exemple que j'ai, c'est que si tu te souviens dans le Big Short, t'as Sion Asset Management là, qui est dirigé par Michael Burry. Ça c'est un fonds qu'on pourrait appeler Global Macro. C'est que bon, c'est un espèce de bet en fait sur le fait que l'économie va cracher, en fait que le marché de l'immobilier va cracher. Donc je vais acheter par exemple des credit default swap auprès de banques d'investissement. Donc, tu vois, c'est un peu ça, c'est un exemple de hedge fund. Donc, tu te souviens dans une scène, tu as une scène où, comme notre ami Michael Burry doit payer des primes pendant des mois, enfin, encore une fois, trop complexe, vous me comprenez, la valeur de son fonds descend et ses investisseurs, ils disent, moi, je veux récupérer mes sous, etc. Parce que là, vous êtes en train de nous escroquer. Et lui, il met, non, moi, j'envoie ma clause pour laquelle je gèle les fonds, si tu veux. Donc ça, c'est très hedge fund. Tu ne peux pas retirer, encore une fois, tes sous comme tu veux. Il y a beaucoup de leviers, c'est-à-dire qu'on emprunte des sous pour acheter. Et ça, évidemment, ça fait exploser le risque. En revanche, pourquoi, et ça, je terminerai là-dessus, en tout cas, avant de te passer la parole, JP, en hedge fund, le but, encore une fois, c'est de diversifier un portefeuille. Ça peut paraître absurde dit comme ça, mais c'est le but, c'est de mettre une toute petite portion d'un portefeuille. Imaginons par exemple, on va prendre un exemple tout bête, par exemple une famille très riche, par exemple les Walton, par exemple, donc la famille qui possède Walmart. Bah, si tu veux, quand tu as énormément d'argent investi, si tu veux, dans un portefeuille global,
et bah parfois tu as besoin de te diversifier. Et cette diversification, elle peut se faire à travers justement ce genre d'instruments exotiques. Souvent, les rendements des hedge funds sont souvent plus faibles que les fonds mutuels parce que ils sont quand même risqués. En revanche, leurs rendements, ils sont pas cycliques au marché. Ils ont cet effet, on va dire, contre-cyclique. Ils ont cet effet où, quoi qu'il arrive, ils vont performer. Ils vont performer moins bien, mais au moins ils vont être stables. Un peu comme l'or, par exemple. Et ça, c'est vrai que c'est une caractéristique que parfois certains investisseurs, tout dépendamment, encore une fois, du portefeuille global, là rendu là, c'est leur décision, leur appartient. Ils vont décider d'aller effectivement en hedge fund. Exact. Puis tu sais, je pense qu'un un point aussi de caractéristique qui est important à soulever, qui explique en partie le besoin de diversification que tu as bien soulevé, mais aussi la raison pourquoi c'est les grandes fortunes ou les personnes qui ont amplement d'investissement ont de l'intérêt également pour les hedge funds, c'est à cause des gestionnaires de fonds. Souvent, ces gestionnaires de fonds-là, et j'en parlais en prémisse, ce sont un petit peu des stars dans le domaine financier. À Wall Street, par exemple, ces personnes-là sont bien reconnues et on explique, on dit en anglais là, que les money managers don't come cheap là, parce que c'est des frais de gestion que ces personnes-là vont charger de par leur expertise, de par leur capacité, encore une fois, comme tu l'as dit, Gab, à gérer des transactions qui sont quand même assez exotiques et assez risquées, même assez risquées et faibles pour expliquer parfois le risque que certains fonds vont prendre. Mais officiellement, je crois que c'est à peu près des frais sont de 1 à 2% là, des actifs, plus parfois des frais de performance, entre guillemets, de 20% des profits. Donc vous voyez, ça c'est pour, bien évidemment, l'équipe, là, mais le gestionnaire de fonds, cette espèce de star-là de l'investissement, vient un petit peu en quelque sorte rajouter ou redorer le blason d'un fonds qui pourrait, tu sais, Gab et moi on se part un hedge fund, mais on trouve le moyen de sortir un manager qui est une personne super bien connue, qui sort dans les médias, qui a des trucs publics, qui a des performances historiques super bonnes. Est-ce que ça a de l'intérêt à ce moment-là d'investir dans ce hedge fund-là? Probablement. Donc c'est un point également à soulever, on l'a dit, très restreint au niveau des personnes, des stratégies et des actifs qui peuvent être investis, qui sont assez larges, beaucoup basés, on l'a dit, sur l'utilisation de l'endettement dans le but de faire des transactions, là, encore une fois, un petit peu, si on dit ça, moi je le vois un petit peu comme un slingshot, là, mais c'est d'y aller avec un peu tout ou rien, ça peut aller d'un bord comme de l'autre, là, mais avec beaucoup d'endettement, donc le levier, on en avait parlé dans d'autres épisodes, là, c'est quelque chose qui rend le risque un petit peu exponentiel. Et on l'a dit également, là, une capacité de retirer les fonds qui est très limitée, qui est souvent périodique. Là. Souvent, on parle de... Une fois que la période fixe que tu parlais, Gab, là, c'est souvent... Ça peut être... je pense que c'est aux 6 mois ou aux 3 mois. Là, il y a des périodes dans lesquelles il peut y avoir des retraits ou juste une fois par année. Bref. Ce que je voulais soulever peut-être pour conclure là, ce segment-là, c'est quand même parler surtout de l'importance des transactions des hedge funds lorsqu'ils vont faire beaucoup de levier dans la performance peut-être négative de certains titres, si on parle seulement des actions, par exemple, des équités, la performance négative que ça peut avoir lieu. On en entend souvent parler et c'est là beaucoup que la controverse va arriver au niveau des hedge funds. C'est le fait que si, par exemple, un hedge fund décide de sortir publiquement on va pas cibler aucune compagnie, mais la compagnie ABC Inc., la position du hedge fund est rendue négative et en plus, on ajoute ça avec du levier, donc la position du hedge fund est hyper risquée au niveau de leur book, mais que pour faire en sorte, par exemple, que soit ils ont shorté ou ils ont acheté, peu importe, mais ils vont se faire des sorties publiques, ils vont aller faire des mentions dans les médias sociaux, ils vont utiliser justement l'espèce de PR de leur gestionnaire de fonds qui est une star dans le but de créer de l'argent, créer des profits pour leurs fonds et donc pour leurs investisseurs. Donc ça, c'est des problématiques qu'on voit. Si tu as des cas, Gab, n'hésite pas, là, mais sinon, c'est un petit peu ça la problématique. C'est de dire, il y a beaucoup de bénéfices, mais ils veulent faire de l'alpha, ils veulent faire du cash au final. Et tous les moyens sont bons et on l'a soulevé. Les entités réglementaires comme la SEC n'ont pas tant de réglementations qui sont en place. Il y en a, là, mais les hedge funds sont un petit peu dans leur monde à part dans la mesure où le bassin de clients est au courant du risque qui est encouru par cet investissement-là. Tout le monde est un petit peu à partie. La SEC ne va pas trop se mêler tant que ça reste dans les lois, là, bien évidemment, de base. Là. Mais ça reste que je trouve que moi, j'ai quelques problèmes avec justement les sorties publiques des gestionnaires de fonds. Qui font en quelque sorte, souvent c'est dans des positions short, qui vont faire couler le titre d'une action listée avec des sorties publiques, avec des rapports qui sont accablants sur X, Y, Z, performance ou quelque chose du genre, ou activité douteuse ou peu importe. J'avoue que c'est une partie d'éléments qui m'affecte et qui me permet de dire justement que je trouve ça effectivement controversé comme type d'investissement. Donc c'est peut-être un point, je te laisse Gab, si tu as d'autres points à rajouter là-dessus. Le meilleur exemple que je peux avoir, c'est tout simplement Bill Ackman, puis le short de Herbalife. Je pense que c'est l'exemple le plus simple, mais
Bill Ackman est vraiment l'exemple type, si tu veux, de l'investisseur hedge fund event-driven, c'est-à-dire c'est un investisseur actif qui va prendre part, si tu veux, à la gouvernance de l'entreprise, donc à aller, par exemple, essayer de remplacer, par exemple, un board, etc., etc. Euh, Carl Icahn peut être considéré aussi comme un investisseur aussi hedge fund. Mais lui, il gère plus son propre argent, donc il s'en fout un peu du reste. Mais euh, ils vont avoir tendance, si tu veux, à prendre part, si tu veux, à la gouvernance et à publier des gros titres et faire, si tu veux, de la sollicitation aux autres actionnaires pour rejoindre beaucoup plus sa proposition de valeur, si tu veux. Euh, donc ça, c'est évidemment la chose qui est évidemment à prendre en compte quand tu vas évidemment dans cette industrie-là. C'est vrai que les hedge funds, quand même, contribuent, si tu veux, d'une certaine façon, à rendre les marchés efficients, parce que tu publies de l'information, tout est pour autant qu'elle soit véridique, hein, d'ailleurs, hein, ça c'est clair et net. Tout est pour autant qu'elle soit véridique, et bien évidemment, elle contribue, si tu veux, à ce que le marché soit plus intelligent, soit plus informé, si tu veux, de ce qui se passe. Donc, moi, je dirais pourquoi pas, en fait. C'est une industrie qui est comme les autres, si tu veux. C'est peut-être être controversé ce que je vais dire, mais l'industrie du tabac, elle existe parce qu'il y a des gens qui fument. Si tu veux. C'est un peu mon raisonnement. Il y a encore, c'est con, hein, mais il y a encore du pétrole parce qu'on en a besoin pour faire tourner notre voiture. Si tu veux. C'est vraiment comme ça que je le vois. Euh, Après, si tu veux, c'est vrai on est rendu dans une période où il y a tellement, si tu veux, de YOLO stock, etc., de mauvaises informations, si tu veux, qui est publiée de manière précipitée. Je le vois, il y a je ne sais pas si tu as entendu parler, JP, de Ark Investment, là, qui est la firme de Cathy Wood. Mhm. Bah, si tu veux, par exemple, quand ils disent, ouais, on exclut, par exemple, Tesla de notre portefeuille en grand titre, en mettant ça partout sur les réseaux sociaux, si tu veux, je pense que ça contribue à dénigrer une compagnie inutilement, si tu veux, et où, par exemple, même notre ami Elon Musk, par exemple, encore une fois, là, qui a vendu plus de 5 milliards de dollars, je crois, de son Mhm. action Tesla. Évidemment, quand même ton fondateur vend ses actions, ça veut dire que, en gros, il pense que c'est trop cher, si tu veux. Donc ça veut dire, encore une fois, que ça contribue à l'efficience du marché, mais si tu veux, c'est au détriment, si tu veux, des investisseurs qui n'auraient rien vu si jamais cette information n'était pas sortie, si tu veux. Donc, ça à voir, évidemment, quel est l'avenir, si tu veux, de cette industrie-là. Mais je pense que toute chose est bonne à prendre. C'est sûr que il y a des choses à améliorer, tu vois, la question des frais, tu t'en as mentionné rapidement, c'est vrai qu'ils sont assez exorbitants. La question de l'accessibilité de ces hedge funds aussi, je pense que c'est quelque chose qui sera à discuter. Mais il y a des Les alternatives. retraits, Voilà, quels sont les retraits de capital. voilà, mais évidemment, si tu avais des retraits plus, comment dire, plus fréquents, ça tuerait l'intérêt pour cette industrie-là. Tu aurais moins de service providers, tu aurais moins de firmes d'asset management qui feraient ça. Donc c'est toutes des questions qu'on vous jette en l'air. Et je vous invite, chers auditeurs, si vous avez des questions aussi par rapport aux différentes stratégies, on est passé assez rapidement. Bah, écrivez-nous en commentaire, puis si vous le souhaitez, on pourra faire aussi un autre épisode. Puis moi, ça, en tout cas, ça me ferait plaisir parce que je trouve que c'est une industrie qui est quand même assez intéressante. Effectivement. Bon point. Donc, ça va nous amener probablement à passer au deuxième segment déjà, là. Donc, les hedge funds, je pense que c'est un point intéressant et on l'a soulevé. Ça réitère aussi beaucoup la prémisse de il y a des gagnants et des perdants dans les marchés. Il faut vivre avec, malheureusement, et prendre ça à nos risques d'embarquer dans cette magnifique valse, là. Donc, passons maintenant au deuxième segment qui est à nouveau, on l'a dit, un au son de la cloche, là, on ne se le cachera pas. Donc, passons maintenant à ce segment-là. Parfait. Donc, deuxième segment, beaucoup plus concret. Là, on va parler d'une tendance qu'il y a présentement dans les marchés, mais également par un cas direct qui est le cas de Johnson Johnson. On va parler du spin-off qu'ils sont en train de faire là, au niveau de leurs opérations. Et aussi, là, Cap, tu sais également, c'est ton sujet également, et on le dit, on le voit très bien, là, il y a plusieurs autres opérations similaires qui se produisent présentement ou qui se sont même déjà produites dans les dernières semaines auprès d'autres grandes compagnies, grands conglomérats, là, surtout américains, là, de faire des spin-offs, de scinder certaines opérations
dans des entités distinctes pour profiter de deux niveaux, selon moi. D'une partie, et ça c'est peut-être la prémisse avant que je te passe la balle, mais un petit peu là, de l'effervescence des marchés qui continue malgré tout, là, de la performance des marchés qui se porte quand même relativement bien avec une certaine stabilité. Donc, aller leverager du cash dans les bourses en faisant un spin-off, toujours une bonne solution. Et aussi le fait de pouvoir se concentrer au niveau de leurs opérations core, surtout dans un problème d'approvisionnement comme on le connaît maintenant. Donc, je pense que c'est intéressant, c'est de voir jusqu'où cette flambée-là, de ce trend, si on peut dire, dans les marchés, de faire des spin-offs va s'arrêter. Mais il y a quand même beaucoup de cas, dont le cas Johnson Johnson, que je te laisse introduire à l'instant, Gab. Ouais, bah Johnson Johnson, ils ont annoncé la semaine passée, qu'ils allaient en fait scinder l'entreprise en deux, donc c'est-à-dire qu'il y a un segment qui soit focalisé beaucoup plus sur les produits à la consommation, donc de ce que j'ai compris en fait les plaquettes et les pilules en fait et sommairement, Euh, et les autres par exemple sur de l'autre côté en fait beaucoup plus sur les produits comment dire pour la clientèle. Donc il y aurait comme deux entreprises. Je dois t'avouer, j'ai du mal à comprendre moi-même parce que je trouve que c'est, c'est difficile à comprendre étant donné que c'est des industries tellement larges. Mais en gros, t'aurais d'un côté, si tu veux, par exemple, la poudre, la talc pour bébé, là, parce que Johnson Johnson aux États-Unis ils vendent plus que des médicaments. Ils vendent plein de produits, si tu veux, de consommation courante. Donc, là, par exemple, je te donne un exemple, les lingettes pour bébé, tous les produits, si tu veux, pour la clientèle de grand détail, donc que tu peux trouver au supermarché. Et de l'autre côté, beaucoup plus les médicaments. Donc, le but, ce serait de focaliser beaucoup plus l'attention, si tu veux, évidemment, sur les produits de pharmaceutiques, si tu veux, que Johnson Johnson soit uniquement une compagnie pharmaceutique et non plus une compagnie diversifiée qui non seulement fait du pharmaceutique mais fait un peu de tout, si tu veux, et partout dans la vie de tous les jours. Je dois t'avouer, j'ai jamais essayé la poudre pour bébé, le talc Johnson Johnson, mais c'est sûr que Johnson Johnson on les connaît évidemment récemment avec évidemment leur vaccin qui doit t'avouer est pas hyper efficace selon les infos que j'ai eues, mais Effectivement, très très supporté par le gouvernement américain, bien évidemment, mais bon, sa performance au jour J, c'est ce qui est triste, et on sait même pas c'est quoi T plus 6 mois par exemple, là, mais au jour J n'était pas d'une qualité digne de mention. Mais effectivement, puis juste pour te relancer là-dessus, Gab, ce qui est vraiment intéressant, c'est moi ce que j'aime dans ces spin-offs-là, c'est ce que le CFO est sorti publiquement en disant. Tu sais, je considère que la scission que je fais ou qu'on veut faire entre les pharmaceutiques et les appareils médicaux et l'autre côté, plus les produits de consommation et de bien-être, peu importe, là, la poudre pour bébé, comme tu as dit, etc. C'est vraiment deux business maintenant que je vois comme étant complètement différents. Mais tu sais, Johnson Johnson, ça fait des centaines d'années que ça existe. Ça fait des centaines d'années qu'ils font ça. Tu sais, de la même manière, je pense que ça fait 135 ans pour être exact. Et c'est maintenant qu'on commence à se dire, ouais, ben écoute, les deux business qu'on fait, c'est vraiment indépendant. Moi, encore une fois, c'est pour deux raisons. Je trouve ça beau le fait qu'ils disent ça, puis qu'en réalité, c'est juste on veut lever plus de cash. Un, et deux, on pense qu'on est peut-être notre évaluation, nos analyses fondamentales ne sont plus faites de manière adéquate en étant un conglomérat, ou du moins, on n'est pas analysé de manière adéquate par rapport à nos concurrents qui ne sont pas des conglomérats. Je crois que J&J s'est retrouvé dans une position où, justement, la concurrence existe beaucoup plus que c'était le cas à l'époque, surtout avec la pandémie qui a amené un besoin quand même assez criant dans cette industrie-là, ou dans ces industries-là, si on considère la scission. Et je pense qu'ils réalisent effectivement que les analystes n'ont plus une vision aussi favorable d'une compagnie qui fait les deux par rapport à leurs concurrents qui sont des concurrents indépendants dans les deux industries qu'ils veulent cibler maintenant. Donc je pense que encore une fois, c'est de camoufler beaucoup là, le fait que la compagnie a vraiment évolué, la performance, c'est tout le beau charabia là, qu'on va entendre de dire que la performance grandissante et la qualité technique de certaines de nos opérations sont camouflées dans notre conglomérat, mais je trouve ça absolument magnifique de juste voir, effectivement, on veut lever plus de cash parce que les marchés vont bien, on veut également être mieux évalué ou analysé par les marchés boursiers par rapport à nos concurrents pour que les investisseurs s'intéressent à nous davantage. Et aussi, on l'avait mentionné à l'époque avec le cas de RJR Nabisco, tu te souviens, Gab, qui est un cas que tu aimais beaucoup, que l'ère des conglomérats, en Amérique du moins, et même à travers le monde, on pourrait dire, devient de plus en plus révolue avec les besoins, et on ne se le cachera pas, de plus en plus techniques et spécifiques des consommateurs. Est-ce qu'un conglomérat qui fait de tout, même si J&J était pertinent en étant dans le domaine médical, entre guillemets, tout ce qu'il faisait, c'était relativement médical, on va s'entendre.
ça reste que maintenant, même ça devient absolument impertinent. On parle même plus d'un conglomérat qui fait dans 3-4 industries qui sont complètement différentes. T'sais. Donc, je pense que c'est un petit peu pas le lapsus, mais le beau paragraphe de discussion du CFO est quand même très intéressant, mais camoufle beaucoup la réalité qui est juste purement financier là-dessus en termes d'opération et spin-off qui est en quelque sorte peu coûteux à mettre en place, mais qui a beaucoup de bénéfices au final pour l'entité initiale et les deux entités finales qui vont rester sous la même gestion, entre guillemets. Ouais, après, c'est à voir effectivement plus en détail comment va être structuré le deal. Est-ce que cette nouvelle entité donc qu'on va appeler GNG Talk, on va faire simplifier à des fins de compréhension, euh, est-ce qu'elle va être privée? Est-ce qu'elle va être rachetée par une autre entreprise? Je ne sais pas, par exemple un compétiteur, ça peut arriver hein, quand tu es... Évidemment, aux États-Unis, tu as les antitrust, etc. C'est pour ça que chaque transaction est complexe. Hein. On peut pas faire ça comme ça, mais c'est vrai qu'il y a eu l'ère des conglomérats. Il était dans les années 80 où on se disait, bah, nous, on veut avoir une entreprise qui fait tout, si tu veux. Un peu comme au Japon, où tu as des entreprises de banque, par exemple, comme Mitsubishi, mais qui font aussi des voitures. Si tu veux. Dans notre culture, ça paraît assez absurde. Tu l'as bien dit, RGR, qui était RG Renault, donc la marque de cigarettes bien connue, je crois que c'est... moi, je ne suis pas fumeur du tout, mais je crois Lucky Strike, c'est à eux, par exemple. Et Nabisco, qui était une marque de délicieux biscuits qu'on connaît ici aujourd'hui, beaucoup plus pour les Oreo, en fait. Donc on se dit, bon, ça fait pas vraiment de sens, il n'y a pas de synergie qui sont créées, voire pire que ça, c'est que souvent ces entreprises-là, justement, comme elles ne gèrent pas parfaitement si tu veux, le business du biscuit, par exemple, bah, tu pourrais te dire, ça fait pas de sens que cette entité-là soit, comment dire, dans cette espèce de gros mastodonte, puis finalement on ne crée pas de la valeur pour les actionnaires. C'est un peu le raisonnement du spin-off, c'est de dire, bah, on veut que chaque entreprise soit spécialisée, soit son fleuron dans son domaine. Puis au lieu de faire partie d'un énorme empire qui finalement fait tout, mais fait tout mal, si tu veux. C'est un peu le credo là-dessus. RGR Nabisco, c'est un exemple, mais par exemple, Kraft a pendant longtemps appartenu à Altria, donc qui est la société, le cigarettier américain qui produit aujourd'hui les Philip Morris, en fait. Qui produit les Philip Morris aux États-Unis parce que eux-mêmes se sont divestés, tu vois, ils ont séparé, si tu veux, justement Kraft, qui était à l'époque un géant américain de tout un peu là, donc ils sont connus surtout pour le mac and cheese, donc qui est très connu aux États-Unis là, dans l'espèce un peu comme les instant noodles, mais en version américaine. C'est un peu leur business, puis aussi le fromage Philadelphia, là, donc le cream cheese. Euh, et donc ça faisait pas de sens, si tu veux, que Philip Morris, donc une marque de clopes, soit associée, si tu veux, à du Philadelphia. Tu n'as pas d'expertise commune. Donc ces deux entreprises-là ont décidé de se séparer. Donc ça a été un des plus gros spin-offs d'ailleurs de l'histoire. Ils se sont séparés, etc. Il y a eu aussi, Altria aussi se sont séparés de leurs opérations internationales. Donc à l'extérieur du Canada et des États-Unis, c'est devenu PMI, donc Philip Morris International. Donc ils vendaient les mêmes cigarettes, mais à l'extérieur, si tu veux, des États-Unis. Et voilà, donc c'est pas peu courant, si tu veux, les spin-offs, ça arrive de temps en temps. Mais le but, fondamentalement, c'est de créer de la valeur pour les actionnaires. C'est de comprendre, si tu veux, que on ne peut pas être bon dans tout. Et mieux vaut être spécialisé dans son domaine, payer pour un management qui est efficace et, comment dire, être capable, si tu veux, d'avoir des entreprises qui sont spécialisées vraiment dans chaque domaine. On en a plein, je pourrais en parler pendant des heures, mais eBay, Kraft et Mondelez aussi, c'est un bon exemple. HP, ils se sont séparés en deux aussi. Il y a eu HP Inc. et HP Technologies, je crois, qui se sont séparés. Donc, tu as le business du cloud computing qui est dans une autre société, puis tu as les ordinateurs grand public, donc, ou plus pour les entreprises maintenant, là, parce que je connais pas grand monde qui a des ordi HP, mais c'est... Ouais, effectivement. Puis je pense qu'un point aussi qui est important pour juste le cas J&J, c'est le titre a augmenté, je crois, après l'annonce d'à peu près juste 1,5%. Donc c'est pour vous montrer que les spin-offs deviennent de moins en moins un événement de marché qui va être significatif à première vue, du moins pour les investisseurs au jour de l'annonce. On s'entend, comme tu l'as dit, c'est la création de valeur dans le temps, donc on verra la performance des deux entités séparées.
Mais après l'annonce, on ne se cachera pas, 1,5% de croissance, ça peut être un petit mardi là, pour un titre de l'ampleur de J&J. Donc c'est ça qui est quand même assez intéressant. Aussi, un élément de caution que certains analystes soulevaient, je trouvais ça quand même assez intéressant de le soulever. Il mentionne qu'il y en a quand même beaucoup présentement d'événements de marché, de transactions, de spin-off, etc., qui ont lieu dans le secteur des big pharma. Et il mentionne souvent que dans cette volonté-là de faire des mouvements, ou du moins, comme on l'a dit, là, des scissions d'opérations comme les cas de spin-off, ça peut montrer également est-ce que des marchés, ou du moins l'industrie des big pharma serait peut-être valued properly. Est-ce que la valorisation des titres des grandes compagnies pharma, et J&J en fait partie, aurait atteint un certain niveau où il n'y a plus vraiment de création de valeur. Les titres ont atteint la cible et c'est difficile pour les gestionnaires, comme on l'a dit, d'aller recréer de la valeur par leurs opérations courantes. Donc, ils essaient quelque chose de ce spin-off-là pour essayer justement de repartir à neuf, de remettre des bases à un certain niveau et de redorer un petit peu l'intérêt des analystes pour une évaluation éventuelle qui serait plus favorable. Donc, je trouve ça quand même assez intéressant. Ça montre de peut-être mettre un bémol, et on s'en doutait, là, avec les big pharma qui ont une performance absolument époustouflante depuis la pandémie, et avec raison, on en avait parlé. C'est en grande partie pourquoi est-ce qu'on est capable d'avoir progressivement un retour à la vie normale, c'est parce que ces compagnies-là ont investi beaucoup d'argent et en ont reçu beaucoup pour les personnes qui vont prendre l'autre chapeau, je vous l'accorde. Mais c'est un petit peu cette vision-là de dire mais ces compagnies-là ont une performance assez incroyable, la valorisation boursière est peut-être plutôt juste par rapport à leurs opérations, mais ce n'est pas possible pour les CFO et les CEO de ce monde de juste dormir sur leur valorisation stable pendant 15 ans et doivent agir, et je pense que c'est en partie ça qui est camouflé aussi derrière ce que J&J fait avec leur spin-off, et également derrière les plusieurs grandes transactions, les partenariats, comme on l'a dit, là, entre Pfizer et BioNTech, par exemple, ce genre d'événements-là qui amènent justement un peu de renouveau sur des bases, sinon de compagnies qui sont les mêmes depuis des années, qui opèrent les mêmes opérations depuis des années et qui ne font rien de particulièrement différent. Donc pourquoi pas faire un spin-off, et tu l'as dit, Gab, c'est positif à première vue, mais ça peut amener un risque effectivement d'une acquisition hostile. Il y a plusieurs choses lorsqu'on spin-off des business qui fonctionnent très bien et qu'on les rend listés publics. J'avoue que c'est un plus petit morceau à gober pour certaines autres concurrents, par exemple, que le serait une compagnie aussi grosse que J&J. Donc, je ne sais pas, Gab, si tu as un petit mot également que tu voudrais rajouter là-dessus pour conclure ce segment-là là, sur le spin-off, ou plutôt juste de lancer à nos auditeurs là, de suivre effectivement qu'est-ce qui va se passer, parce que comme on l'a dit, c'est un de plusieurs, et je trouvais ça super intéressant que tu le soulèves, Gab, parce qu'effectivement, on se rend compte dans plusieurs industries qui ont très bien performé, les techs et les pharma, on l'a soulevé, ont tellement bien performé qu'il y a ce genre d'événements présentement pour conclure aussi des périodes fiscales. Donc, très intéressant de suivre qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, prochaines semaines, et aussi de voir justement les performances de ces entités scindées-là dans les années à venir. Ouais, bah c'est vrai que ce sera la question, c'est est-ce que la somme des deux market cap, si tu veux, avant et après annonce, vont augmenter. J'ai pas regardé, là je dois t'avouer, je confesse là-dessus, j'ai pas regardé, si tu veux, l'évolution du cours de l'action, mais c'est souvent le marché, il interprète. Est-ce qu'il y a de la création de valeur ou est-ce qu'il y a de la destruction de valeur? Je pense que dans le cas, et en tout cas de J&J, je pense pas que ce soit hyper significatif, étant donné que bah, je pense que encore une fois, tu m'excuseras, je suis pas un expert dans l'industrie, si tu veux, des lingettes pour bébés, mais il semblerait, comment dire, que J&J soit le leader dans ce marché-là. Enfin, après, il y a beaucoup de compétiteurs aussi qui sont des marques, des marques, des unbranded, donc des genre par exemple la marque du magasin. Des grossistes, exactement. Voilà, la marque des grossistes, puis ils rajoutent juste un autocollant ou une jolie impression, si tu veux, du nom du magasin, donc, etc. Donc je ne sais pas tellement s'il y a vraiment de la création de valeur dans ce genre de cas. Après, se concentrer peut-être sur le pharmaceutique, c'est peut-être une bonne idée. On est dans une période qui est très YOLO stocks, justement, sur les titres de pharma, donc particulièrement les biotech, donc comme par exemple Moderna, dont on a parlé peut-être un peu trop même, je pense. Mais, oui, effectivement. Ouais, le marché a beaucoup d'appétit, si tu veux, pour les stocks, si tu veux, de biotechnologie, surtout avec le vaccin, etc., la pilule Merck, etc. Donc il y a beaucoup d'appétit. Je pense que c'est vrai que ça se justifie d'un certain point de vue, donc ce spin-off-là. Après, on le sait, souvent, il faut attendre quelques années de savoir est-ce que finalement c'était un bon deal ou non. C'est pas dans l'immédiat qu'on le sait. On le sait comment le marché interprète, si tu veux, ce signal-là. Par contre, on ne sait pas exactement sur le long terme, est-ce que c'est quelque chose de pérenne ou est-ce que justement cette
cette nouveau GNG-BB, est-ce qu'il va faire du sens économiquement par rapport à cette espèce de gros mastodonte qui est Johnson & Johnson. Excellent. Donc c'est ce qui conclut ce nouvel épisode. Donc, encore une fois, là, des sujets très intéressants. 2 au son de la cloche. Là, on l'a toujours dit que c'était notre segment également qu'on appréciait le plus et que vous sembliez le plus apprécier. Donc, on s'est permis, là, par les 2 sujets que Gab a proposés, là, que c'était très cohérent d'y aller comme ça. On vous invite, là, comme toujours, en fait, à se lancer vers la semaine prochaine, mais pour le faire de manière plus adéquate et plus robotique, je te laisse, Gab, là, prendre cette partie du podcast classique pour effectivement dire où est-ce qu'on peut nous retrouver et qu'est-ce qui rend le podcast, encore une fois, si intéressant et aussi une si belle communauté avec vos commentaires. Donc, je te laisse faire ton mot de la fin. Ouais, oubliez pas, évidemment, si ça vous a plu, en tout cas, l'épisode, à le partager, à mettre un petit commentaire, en tout cas, sur nos différents... en tout cas sur la page YouTube, c'est vrai que c'est la meilleure façon de nous contacter. Vous avez vu, souvent on répond assez rapidement. Moi je reçois les notifications personnellement sur mon téléphone, donc je sais exactement quand on a un commentaire, donc ça nous fait grand chaud au cœur, ça nous fait grand plaisir. On est très content d'ailleurs des stats d'ailleurs. Tu vois, chaque semaine je m'impressionne. Ça y est, je pense que d'ailleurs on a dépassé notre cher François Langlais. Donc François, si tu veux venir nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Mais c'est un gag parce qu'encore une fois, vous savez très bien qu'en tant que Québécois, j'ai découvert l'anglais par justement les derniers mois de ce magnifique podcast-là. Et c'est un peu ce qu'on riait avec Gab, mais de voir à quel point justement la communauté que vous êtes et qu'on est en tant que ces personnes qui font le podcast et qui s'inspirent de votre inspiration et de vos écoutes, on se rend compte que effectivement de voir l'état financier dans des classements avec l'anglais, par exemple en France, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pensé, selon moi, il y a 1 an et demi. Donc, ça montre toute la force qu'on a et ça montre effectivement à quel point la logique du bouche à oreille qu'on a mis en place, le fait d'être un podcast qu'on voulait basé sur une auditoire qui l'appréciait et qui le recommandait plutôt que d'être en grande tambour et trompette et que ce soit partout et mettre ça sur des médias sociaux et let's go, on pousse ça à fond. Là. Je trouve que c'est ce qui rend la communauté encore plus impressionnante, encore plus intéressant de voir là, toutes les personnes qui nous écoutent sur une base régulière. Qui découle probablement là, d'un contact ou d'une personne qui l'aurait écrit ou de certains, effectivement, de ton collègue YouTuber qui avait également bénéficié d'une plateforme assez intéressante au tout début du podcast. Donc, j'avoue que c'est assez impressionnant et on vous en remercie comme toujours. Là. Ça nous fait un grand plaisir et c'est par plaisir qu'on le fait depuis le début. Et j'avoue que de voir toutes les personnes qui nous suivent depuis, ça nous rend encore plus la volonté de vous en sortir un par semaine de manière constante depuis déjà bientôt 18 mois. Ouais, exact. Puis bon, alors si vous souhaitez nous rejoindre, évidemment, sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, etc. Vous choisissez celle que vous préférez. Normalement, vous arriverez à trouver l'état financier juste dans la barre de recherche. Puis encore une fois, YouTube, bombardé de likes, on le voit, la corrélation, etc., et les chiffres. Ça permet aussi de faire connaître le podcast aussi à de nouvelles personnes. Puis encore une fois, merci à tous. Puis je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine. Bonne semaine, tout le monde.